Donc, au niveau des productions végétales, si on regarde en grande culture, alors là aussi, souvent j'ai essayé de prendre un petit peu de recul par rapport à l'année N et N+1. Ça a été, en faisant des recherches, je suis tombée sur l'évolution de la production dans le monde pour le blé et le maïs de 2000 à 2020. Et si on regarde en 2000, on produisait dans le monde autant de maïs en volume que de blé. Et le blé est toujours la première culture au niveau mondial en termes de surface. Et puis, au fur et à mesure des années, la surface à maïs a progressé, celle du blé a progressé aussi, mais beaucoup moins. Et on a eu le maïs, en fin de compte, en volume, et a beaucoup plus progressé, puisqu'en 20 ans, il a progressé de 97% en volume contre 34% pour le blé. Et ça, c'est lié au fait que certaines cultures, alors pas dans nos zones, mais le maïs a remplacé l'orge, le millet, un certain nombre de céréales, et puisque lui, il est surtout utilisé pour la consommation animale, et le blé beaucoup plus pour la consommation humaine. Ce qui fait que, en plus, il y a eu un autre phénomène qui est vraiment marquant, c'est la progression des rendements. J'étais tombée sur une autre stat. En 1960, les rendements de blé et de maïs, et puis en 2018, ça s'est arrêté. Mais c'est colossal, quoi. On est passé c'est de mémoire, mais de 1,5 en blé à 3,5, 4. Pour dire qu'on a eu une croissance de rendement très très importante, ce qui fait que ça se retrouve également dans les volumes. Alors pas forcément dans nos pays, puisque dans nos pays, on a été sur une agriculture déjà assez productiviste, je dirais, mais dans un certain nombre de pays, l'introduction des engrais, de la mécanisation et tout ça a fait que les rendements ont complètement explosé aussi. Donc, si on regarde maintenant beaucoup plus sur une période beaucoup plus courte au niveau des blés, des cours du blé, donc d'abord au niveau récolte, on a été sur une récolte supérieure. Alors, quand il y a les blés, c'est aussi bien blé dur que blé tendre, hein, tous les blés. Et dans la page sur le tableau, là, c'est que pour le blé tendre. On s'aperçoit qu'on a une production qui est en progression, malgré le fait que en Ukraine, l'Ukraine et l'UE et l'Argentine ont eu des récoltes inférieures, mais par contre, la Russie, le Canada et l'Australie, on a eu des récoltes quand même nettement supérieures, ce qui fait qu'on a une production qui progresse. Si on regarde en termes de demande, on est sur une progression de demande, alors plus modeste, mais quand même qui augmente presque de 2%. Et donc, comme on a une production qui a augmenté plus vite que la demande, on a des stocks qui se sont reconsolidés un petit peu. Et si on regarde par rapport à la moyenne quinquennale, ils sont supérieurs à la moyenne quinquennale. Mais en termes de prix, on est quand même sur des prix en nette progression par rapport à ce qu'on a pu connaître. Alors là, vous avez en jaune la moyenne 2017-2022, où on était sur un prix moyen autour de 200 € à peu près. Sur la campagne précédente, donc 2021-2022, puisqu'on s'arrête en juin là, on est sur un prix autour de 300 € avec des fluctuations, hein, et on le voit, au départ, on était sur des prix bas en juillet. Alors, c'est là que, suivant la période de commercialisation, on aura des fluctuations très fortes de prix entre exploitations. Parce que les gens qui auront vendu après la guerre en Ukraine, on était à plus de 300 €. Ceux qui se sont positionnés avant, et c'est, je dirais, logique qu'un certain nombre d'exploitants se soient positionnés avant, parce que déjà, on était sur des prix supérieurs à ce qu'on avait pu connaître les années précédentes. Donc, on pouvait considérer qu'on capitalisait, je dirais, un petit peu.
Donc après, sur cette année, les récoltes 2022, donc on est sur des prix pour l'instant qui sont quand même nettement supérieurs à ce qu'on a pu avoir. Même si on a un certain fléchissement et quand on regarde les marchés à terme, on a un léger fléchissement fin novembre, mais si on le compare, il est quand même supérieur à 17% à ce qu'on avait l'année précédente. Donc on est quand même sur des choses qui sont intéressantes en termes de cours. Et au niveau du maïs, alors par contre au niveau du maïs, pour le coup, on est sur une récolte nettement en repli, mais liée d'abord aux USA, puisque quand même ils se pèsent d'une façon importante. Il y a l'Ukraine également, puisque bon, il y a des difficultés pour récolter et pour semer, et la zone euro, même si en volume mondial on n'est pas un acteur très très majeur, mais quand même, et surtout en France où on est sur une baisse de la production, et puis c'est surtout en France qu'on produit du maïs au niveau de l'Union européenne. Donc le poids de la France, du coup, explique pourquoi au niveau Europe, on est à moins 25. Donc tout ça fait que, par contre, le Brésil, ça s'annonce plus, on est sur une progression, mais ça ne va pas compenser. Quand on regarde la production, on est sur une diminution quand même importante en volume et plus faible que la moyenne quinquennale. Et du coup, alors il y a un peu moins de demande qui est liée au fait que la consommation sur la baisse des fourrages, l'utilisation fourragère du maïs est en retrait. Donc du coup, on a une demande un peu moins soutenue, mais malgré tout, les stocks sont en net repli. Et si on regarde par rapport à la moyenne quinquennale, ils sont quand même nettement en deçà. Donc, ce qui veut dire qu'on peut comprendre du coup la tension qu'on a sur les prix du maïs. Et on est sur une orientation là aussi du prix du maïs qui est quand même importante. Et là aussi, avec notre pic au mois de mars, là, 2022. Et là, c'est pareil. Si on regarde sur les marchés à terme, il y a un léger fléchissement, mais par rapport à la même période, on est à plus 40, donc c'est quand même là aussi des niveaux de prix importants. Au niveau des oléagineux, ben là, il faut regarder tous les, donc le soja, le colza, tournesol, en sachant que le soja, c'est pratiquement la moitié de la production des oléagineux. Hein. Et donc là, on est sur une production record de plus 10% par rapport à 2021 et même par rapport à la moyenne quinquennale. Même si au niveau de l'Argentine, il y a quelques soucis par rapport aux semis, parce qu'ils ont là aussi du chaud et un manque d'eau. Et par contre, les échanges attendus au niveau des USA sont supérieurs puisqu'une partie est utilisée vers les biocarburants. En colza, là aussi, on est sur une récolte supérieure de plus 15% par rapport à 2021, donc un contexte plutôt favorable. Et si on regarde, nous, sur notre zone, on a le même rendement en colza que l'année d'avant, hein, donc des rendements corrects, puisqu'on est à peu près 25 quintaux l'hectare de moyenne. Par contre, le point négatif, c'est sur le tournesol, puisque là, on est sur une baisse de 11% par rapport à 2021, qui avait été une année exceptionnelle en rendement. Si on regarde par rapport à la moyenne quinquennale, on est à moins 1 en volume, mais comme on a mis beaucoup plus de surface de tournesol, on aurait dû être beaucoup plus élevé que ça. Et c'est surtout donc, dans notre zone où on a des baisses de rendement importantes, donc ce qui veut dire qu'il faudra qu'on importe plus de tournesol ou d'un autre oléagineux pour satisfaire notre besoin en protéines. Et là aussi, on est sur des prix qui sont quand même très élevés, avec vraiment un pic là aussi au mois de mars. Donc voilà pour le contexte un petit peu marché. Si on se replace au niveau du Tarn-et-Garonne en termes de surface, pour voir comment a été la sole 2022, et on constate une baisse des surfaces en blé, alors qui est liée aussi au fait que l'année d'avant, on avait été très haut en blé, et pour certaines zones, des problèmes d'implantation qui ont fait un report vers d'autres cultures.
Et par contre, une très forte progression du tournesol, puisqu'on est à plus de 29%. Alors, je n'ai pas les statistiques sur la jachère, puisqu'on avait la possibilité cette année d'implanter des cultures sur les jachères. Et vu la période où la décision a été prise, ça ne pouvait être que des productions de printemps et donc plutôt du tournesol, quoi. Donc peut-être qu'il y a eu un effet comme ça, mais je n'ai pas eu la surface. Tu sais, toi, Sophie? Moi, je ne pense pas, pour avoir fait aussi pas mal de dossiers PAC, il n'y a pas eu autant de que ça. hausse forte liée à la possibilité de retourner des jachères ou de remplacer des jachères. Ça a permis sur quelques pourcentages de respecter l'obligation de jachère, mais la décision d'implantation du tournesol, elle était déjà actée. Elle était déjà actée. D'accord. Je ne pense pas que ça ait changé la donne. En général, dans les fermes planétaires sont en jachère, c'est pour une bonne raison. Oui, c'était des faibles potentiels. Ouais. Et puis la première année de retournement d'une jachère, c'est pas du tournesol. Oui, voilà, il faut que tout se remette en place, c'est pas la meilleure. La dérogation, elle a été surtout utilisée pour la fauche et la pâture. Finalement, se faisait déjà peut-être un petit peu avant, à la faveur de dérogation sécheresse. Voilà, ça a plutôt été utilisé comme ça. Et je pense que c'est plutôt que la sole, du coup, en tournesol, c'est une recompensation de l'année précédente liée aux difficultés de semis de N-2 en fait. Oui. Un réajustement. Par rapport à la moyenne. Donc après, on a le maïs qui est très stable, en fin de compte. Et par contre, le soja qui a progressé un petit peu, mais qui reste quand même peu important dans les exploitations. Alors, il faudra voir avec le coût de l'énergie là si le soja ne reprend pas une place importante, peut reprendre une place un peu plus importante que ce qu'il n'a actuellement quand même. Si on regarde maintenant en termes de rendement, on est sur les céréales d'hiver, des rendements inférieurs à l'année d'avant, mais pas forcément, alors ça dépend un petit peu les zones, mais pas forcément trop en décalage. Par contre, c'est vraiment sur les cultures d'été où là, on a été sur quelque chose de très en deçà. Sur le tournesol de 27 qui était excellent, on est passé à 18 et on est là en dessous des moyennes quinquennales. Sur le soja, pareil. Alors, entre les secs et les irrigants, il y a des différences importantes. Et sur le maïs irrigué également, sachant que sur le Tarn-et-Garonne, là, la moyenne de 110 de l'an dernier, moi, je la trouve un petit peu faible en moyenne, parce que quand même, on est sur certaines zones où on est sur du 13 tonnes, voire. Donc, voilà. Mais on a, par contre, sur les maïs en sec, cette année, ça a été quand même une catastrophe. Qui l'an dernier, on était sur des rendements excellents. Sur l'été, l'an dernier, le 110 de l'an dernier, on voit que le tour c'est étonnant que ce soit possible d'avoir plus. Mais c'est. Il me semble qu'il y avait eu des problèmes de fécondation aussi l'année dernière. Il y avait eu des pics de canicule. Oui, mais très court. Il y a eu des pics de canicule qui ont fait aussi chuter quelques rendements l'année précédente. En 2020, il y avait eu des difficultés, donc il y a eu un peu de perte de potentiel. Et en 2021, pour les consos et tout ça, c'était une année exceptionnelle. Même ceux qui n'ont pas les capacités à accompagner aussi bien, les cultures ont été accompagnées toutes seules, sans effort. Donc là où les parcelles qui ont tendance à décrocher ont beaucoup moins décroché l'année dernière. C'est sûr que l'an dernier, c'était vert, oui, c'était vert. Donc, en termes de prix, voilà les hypothèses de prix. Alors, en termes de prix, on va avoir des choses très hétérogènes. Je me répète, mais suivant la stratégie de commercialisation et la période où on se sera positionné, les écarts sont quand même considérables. Alors, les exploitants qui se sont positionnés trop tôt,
ça n'a pas été forcément une bonne chose. Ceux qui se sont positionnés après le mois de mars, là, ou autour du mois de mars, ça a été vraiment des prix exceptionnels. Par contre, le souci qu'il y a eu, c'est que comme on est sur des rendements très faibles, et en particulier en maïs, certaines se sont positionnées en disant je vais me positionner 80% de ma récolte et puis le restant, je le vendrai au prix du marché ou je stockerai par la suite. Le problème, c'est qu'on a eu des récoltes qui ont été quand même nettement en deçà et du coup, ça a couvert, même des fois, il a fallu, ça n'a pas été suffisant, l'engagement a été supérieur à ce que la récolte a été. Donc, ça peut aussi là poser des soucis parce qu'il faut racheter et à un prix fort et on n'a pas la marchandise. Donc là, ça peut poser des soucis chez certains. Ces prix-là, là, ce sont des prix groupes de vente, ce sont des prix nets de frais de séchage, de stockage? Non, les prix de taxes, là, ils sont non déduits. Par contre, net de séchage. Donc, cette année, le séchage. Non. Non, il n'a pas été onéreux, heureusement. C'était la surprise. Oui. Par rapport au prix du gaz. Ouais. Donc, en termes de prix moyenne, vous me direz ce que vous en pensez. Sur le blé, on a pris 290, le blé améliorant 340, blé dur 420, orge 245, maïs 300, 290 en sorgho, 600 en tournesol, 620 en soja, en tournesol unique, on a pris un peu plus haut quand même, et en colza 640. Voilà sur les prix. En termes de quand vous avez vendu, vous étiez sur ces niveaux-là ou vous étiez. Tous les prix. Si moi je prends mon cas personnel, j'ai vendu à tous les prix. Donc c'est une palette. Avec des mini moins que ça. Des mini moins que ça. Mais oui, quand on a vendu en janvier 2000. Alors les mini, si vous voulez, c'est dans nos calculs de mini, c'est qu'on met une proportion plus faible de bons prix et une proportion plus importante de prix plus faible. Si vous voulez, ça fait une moyenne. C'est pas le prix mini. Vous voyez le prix à la campagne, de la campagne complète. Voilà. Avec des stratégies différentes. Quoi. Parce que c'est pareil, mais oui, c'est à pondérer en fonction des ventes, mais c'est sûr que là, oui, il faut tirer notre chapeau. Même en tournesol, quand vous disiez, justement, donc là, cette année, la prix oléique était à 100 €, ce que je n'ai jamais vu. Mais quelqu'un qui a fait du tournesol oléique et qui l'a vendu encore une fois en janvier, non seulement le cours était plus bas, mais la prix à ce moment-là, oléique était plutôt de 35 €. Ouais. Donc ça change. Ah oui, c'est. Sur la partie maïs, donc on a, avec la coopérative Artéris, pour les consommer semences, un indicateur qui est le prix moyen que la COP a acheté sur les maïs conso. Alors, et il nous a annoncé 275 €, ce qui paraît extrêmement faible. Moi, je m'attendais plutôt effectivement à des 300. Alors, mais. Alors, l'an dernier. Est-ce que ça veut dire qu'Artéris ne paye pas assez? Alors, le 275, forcément, c'est l'indicateur qu'ils vont payer. Ça rentre dans l'équation de ce qu'ils payent aux agriculteurs. Donc, le 275 m'interpelle chez eux. Et moi, j'étais plus là-dessus. Mais bon, ceci étant, et même s'ils tirent un peu sur la ficelle, du coup, je pense que peut-être qu'il y a eu plus de ventes. Malgré tout, il ne doit pas être aux 300 quand même. Il y en a beaucoup, vu les prix en janvier et début février. Et pour eux, c'était des bons prix dans l'absolu. Et il y en a beaucoup qui ont engagé. Et qui ont engagé 40 ou 50%, mais cette année, ça a valu 100%. Ils pensaient engager 50, mais avec les rendements, ça a été 100% de récolte. C'est vrai qu'il y a ce paramètre-là qui joue d'une façon importante cette année, qu'on n'avait pas précédemment, forcément. Le maïs, ça fait vite des gros volumes engagés et ça fait du coup. Ouais. Donc, en termes de projection, si on regarde sur les céréaliers en sec, donc le produit en prenant
le rendement moyen que vous avez vu tout à l'heure et les différences de prix mini, moyen, maxi, en termes de produits, il augmenterait le produit total, hein, pas que végétal, total de 12%, il se situerait entre 7 et plus 7 et plus 19 en termes de fourchette. Au niveau des intrants, alors, au niveau des intrants, ce que je vous disais tout à l'heure, les engrais, à peu près 35% de hausse. Sur le carburant, on a pris 60% de hausse. Après, on a les cotisations exploitants, puisque la campagne 2021 alors, a été une bonne année, donc on commençait à avoir une progression. Alors, sur les céréaliers, comme on avait déjà 2 années avant qui n'étaient pas excellentes, puisque si on regarde, il faut remonter à 2012 pour avoir une année comparable à ce qu'on a eu en 2021. Ça a lissé quand même, donc on aura une augmentation des cotisations exploitants, mais moins que ce qu'on pourrait penser. On a augmenté un petit peu l'énergie, mais en céréaliers en sec, ça a beaucoup moins d'impact que ce qu'on verra. Donc c'est vraiment ces postes-là qui ont fortement progressé, et au final, ça donne une progression de 13%, aussi bien en charge OP qu'en charge fixe. Dans les charges fixes, on intègre le carburant, c'est pour ça qu'il y a cette progression-là. Et donc, le BE serait, si on est sur le prix mini, sur le prix moyen, un peu supérieur à ce qu'on a eu en 2021, avec une fourchette de BE à l'hectare entre 400 et 560, avec une moyenne à 480 en termes de BE. Donc, c'est vrai que la campagne 2021 nous avait permis de consolider un petit peu les trésoreries. Ça, c'est une excellente chose. 2022, ça viendra aussi conforter un petit peu, ce qui va nous permettre quand même de pouvoir absorber la hausse, je dirais, des intrants. Les trésoreries peuvent le supporter. Alors, pas chez tous, quand même, parce que quand je regarde en termes de... On a les exploitations qui sont en situation financière saine, et puis celles qui sont c'est plus tendu. Malgré tout, fin 2021, on avait encore 15% des céréaliers qui étaient en situation un peu tendue. Donc pour dire que c'est pas forcément chez tout le monde que il y a un plus très notable. Sur les céréaliers irrigants, donc là, la performance du maïs va jouer une part quand même importante sur ces exploitations-là, aussi bien en rendement que le volume qui a été récolté, la surface consacrée au maïs. Donc en termes de produits, on est sur un produit qui, en pourcentage, progresserait en moyenne plus 10 et qui se situerait entre plus 4 et plus 10 dans les fourchettes. Par contre, en intrant, là, on est plus haut, surtout avec les engrais où là, on a pris un peu plus, puisqu'il y a souvent quand même beaucoup plus d'azote. Donc, ça a un impact sur le prix. Et puis, en eau également, puisqu'au niveau de l'eau, là, on est sur quelque chose de consommation. En 2021, on était très bas. Et donc, sur 2022, prix de la consommation, au moins 50 à 60% de plus que ce qu'on avait en 2021. On dépasse les 2020, quoi, dans les hypothèses. Donc, on est sur un EBE. Et cette variation, alors c'est vrai que ces variations, quand on les prend N-1, vu qu'on passe d'un extrême à l'autre, ouais. On a forcément des très grandes amplitudes. Oui. Et si vous avez une idée, si on les regardait par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Alors, je ne l'ai pas fait avec la moyenne des 5 dernières années, mais tout le temps, on fait les groupes constants, 2021-2020. Ouais. Ce qui me permet de voir un petit peu parce qu'on a 3 campagnes qui ont été différentes, en fin de compte, donc ça permet de voir. Et 2020, on avait déjà irrigué pas mal. Donc, ouais. Donc, du coup, j'ai monté plus haut que 2020. Parce que
parce que cette année qu'on entend les Non, volumes mais c'est qui... qu'avant, moi, sur la partie coco, je passe un peu moins, mais on a fait clairement des 15 tours d'eau en culture de maïs semence cette année. Ouais. Alors qu'une année normale, on va être à une dizaine de tours. On va aller sur, pas dans l'énergie, là, on va Oui. un peu plus de main. Mais voilà, donc on a augmenté, on a 50% de notre tour d'eau en plus qu'une année, on va dire normale. En maïs semence, on va le voir, j'ai pris 60 de plus. L'an dernier, J'ai pris, on a peut-être économisé, il a fait l'arrosé au mois d'août, on avait économisé sur la campagne, on avait économisé, je pense qu'on a pas mal d'endroits de trous. Et en maïs semence de mémoire, hein, mais entre 2020 et 2021, on était à peu près à 2000 € d'eau en moins. Et là, cette année, moi, j'ai 3000 parce que du coup, j'ai pris 8000 de plus par rapport à 2021. Vous voyez, et plus d'EDF, plus d'électricité. Parce que bon. Ce qui fait qu'en maïs, en fin de compte, enfin, en irriguant, on serait sur un EBE légèrement plus faible que 2021 du fait de cette hausse des intrants qui est quand même important et de l'eau, qui fait que on est quand même sur des niveaux de BE intéressants, puisqu'à l'hectare, on est entre 430 et 610 avec une moyenne à 520. Quand on regarde l'antériorité où on était à 300, 350 €, bon, on est quand même sur un niveau plus haut et il le faut en irriguant, il faut quand même qu'on soit sur des niveaux plus élevés parce qu'en termes d'investissement aussi derrière, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Et en maïs, en semence, par contre, donc là, alors, Monsieur Boucher, vous pourrez nous en parler beaucoup mieux que moi parce que moi, j'appelle tous les responsables maïs semence du Tarn et du Tarn-et-Garonne, donc votre monsieur Alcouf aussi, pour voir un petit peu comment ça s'est passé au niveau du maïs semence de l'année. Et donc, c'est vrai qu'on a eu une année particulièrement difficile. Mais je vous laisse. Oui, non, les performances techniques, on fait moins de 60% des objectifs en un an. Voilà, c'est déjà pour 2003. Voilà, on subit tous les affres, etc. du forcément une culture. Voilà, donc après, là, au niveau économique, les firmes de semences sont très inquiètes de retrouver des surfaces à produire l'année prochaine. Donc, globalement, elles mettent toute la main à la poche, assez fortement. Mais voilà, donc, avec les systèmes de péréquation, etc., on devrait revenir aux 90% économiques. Donc, voilà, sachant que les produits bruts à l'objectif progressent grosso modo d'à peu près, alors sur les productions à casse-tête, à peu près entre 800 et 1000 € d'hectare. Par rapport à l'année à venir, toutes les indexations qu'on a, donc on a fait valoir un certain nombre d'augmentations de charges qui ont été prises en compte au niveau structurel. Ça fait quand même une partie qui est indexée sur le prix du conso. Voilà, c'est ça qui joue le plus. Donc moi, dans les simulations, j'ai pas pris 90, j'étais plus prudente. J'ai pris en maxi 85 et en moyenne 80. 82. J'ai pris 85, 82 et 78 pour la plus négative. Et après, en termes de majoration du fait de la revalorisation de ce que vous disiez, j'ai pris 800 € en moyenne, ce qui fait que à la sortie, alors l'année, alors ça m'embête parce que voilà, l'an dernier, on était sur un produit brut maïs semence au niveau du Tarn-et-Garonne à moyenne de 4 940 € sur le groupe que j'ai là. Alors sur le Tarn, on était un peu plus bas. Contre 4100 en 2020. Donc pour dire que 2021 avait été une excellente année, hein, et on le voit
également au niveau de l'EBE, puisque il a doublé entre 2020 et 2021. Et sur cette année, en termes d'hypothèses, donc j'ai pris entre 4200, 4005 et 4006 en moyenne, en incluant la caisse de péréquation et de risque. Ce qui ferait qu'on aurait un EBE qui chuterait quand même d'une façon importante, mais après 2021 qui avait été exceptionnel. C'est réellement dommage cette année qu'on ait eu ces gros problèmes de fécondation, parce que sinon, ça aurait été vraiment une année exceptionnelle, malgré les intrants, je dirais. Et donc, on serait sur un EBE qui chuterait et qui reviendrait, je dirais, au niveau de 2020, voire un peu plus haut que 2020, en sachant que là, en termes de surface par exploitation, on est sur des exploitations quand même qui ont un fort volume, puisqu'on est sur presque 38 hectares de maïs semences, ce qui est quand même important. Donc, il faut relativiser aussi ces chiffres par rapport au fait que c'est des producteurs fortement spécialisés en maïs semences, puisque si on regarde 130 hectares, 40 hectares en maïs semences, ça veut dire qu'on a une densité importante. On n'a pas, nous, au niveau du Tarn, on a une surface moyenne. Mais alors, voilà. Je ne connais pas exactement la précision des statistiques de mon collègue, je les ai pas en tête, mais au niveau national, la surface de maïs semences par exploitation, par producteur, c'est plutôt de l'ordre d'une vingtaine d'hectares. Oui. Voilà. Et si je regarde, on compare par exemple pour la diapo qui avait été faite pour le Tarn, 23 hectares, pareil, on est déjà dans le Tarn, on est déjà sur une sélection d'exploitation quand même spécialisée plus que la moyenne du département. Oui. Oui, parce que sur le Tarn, on est vers 17-18, c'est ça? On est autour de 15, entre 15 et 16 hectares. Ouais. Je pense que dans le quartier, ça doit être. Il y a beaucoup d'exploitations qui se ressemblent, il y a quand même quelques spécialisées. Tout ça, je pense qu'il doit être autour de 20 hectares. Bon, je ne l'ai plus en tête, mais c'est vrai que voilà, nous, on a un groupe qui est quand même fortement spécialisé et qui a une intériorité, parce qu'on fait, parallèlement à ça, on participe à l'observatoire maïs semences au niveau national. Et c'est des exploitations certaines, bon, ça fait 20 ans qu'on le fait, ça fait 20 ans qu'elles sont dans le groupe. Donc ça veut dire des gens qui ont une connaissance de la filière importante et qui font du maïs depuis tout le temps, quoi. Parce que ce groupe-là, est-ce que c'est l'ensemble des adhérents qui font du maïs semences dans le 82 ? C'est une sélection. Alors, ce n'est pas l'ensemble, mais c'est déjà ceux où les comptabilités sont finies, parce qu'en maïs semences, on a beaucoup aussi des 30 juin, donc au moment où on fait, on n'a pas forcément tout, mais c'est des gens qui ont au moins plus de 10 hectares de maïs semences. Tous ceux qui ont moins de 10 hectares de maïs semences ne rentrent pas dans ce groupe-là et passent dans le volet irrigant, mais très souvent, autour de 10 hectares, il n'y en a pas énormément, quoi. Voilà, mais ce n'est pas tous. Voilà, c'est ceux qui ont au moins plus de 10 hectares. Et qui sont spécialisés en grande culture. Parce que des fois, on a des exploitations qui, à côté, ont de l'élevage, et celles-là, elles ne sont pas dans ce groupe-là. Donc, en termes de revenus disponibles, si on regarde en reprenant le revenu disponible moyen, avec les annuités, alors qui sont, je dirais, pour les céréaliers en sec et irrigants, au plus bas de ce qu'on a pu avoir depuis un certain nombre d'années. Et on est donc sur un revenu disponible à l'UTH à 30 000, presque 31 000 sur les céréaliers en sec, 36 000 pour les irrigants et 26 000 pour les maïs semences, parce qu'on a un peu plus d'UTH exploitant. Et puis, on a vu les répercussions. Si on passe à 90%, là, le contexte va changer, parce que si on gagne 100 ou 200 euros de plus à l'hectare, multiplié par 40, ça nous fait 8 000, on redimensionne et on le retrouve en EBE, quoi, forcément.